C'est toujours un peu mystérieux, mais d'un coup, on a l'intégralité de la colonie qui s'effondre. Et bien souvent, c'est le cas de produits type pesticides ou chimiques de manière générale. Un nid de frelons asiatiques, c'est jusqu'à 5000 individus. Une petite dizaine suffit amplement à détruire l'intégralité d'une colonie. Est-ce qu'après un long trajet en route de campagne, votre pare-brise ou votre plaque d'immatriculation avant reste propre? Si oui, c'est le symbole d'un désastre qui se déroule en silence. On vous explique pourquoi. De récentes publications scientifiques font état d'une érosion rapide et massive de la diversité des espèces et de leur abondance. En cause directe, la disparition accélérée de nos insectes pollinisateurs. L'association pollinis.org nous informe qu'en 2017, des chercheurs ont constaté que près de 80% de la biomasse des insectes volants avait disparu en moins de 30 ans. Un constat qu'ils étendent à toute l'Europe. Ok, donc les pollinisateurs disparaissent. Et en soi, on pourrait ne pas s'y intéresser et penser qu'on va juste arrêter de manger du miel. Et pourtant, les pollinisateurs ne concernent pas que les abeilles et ils sont fondamentaux au maintien de notre vie sur Terre. Les insectes pollinisent environ un tiers des cultures destinées à notre alimentation. Sans eux, notre productivité agricole serait bien moindre et jusqu'à 75% de nos récoltes subiraient une baisse de rendement. C'est le cas des amandes, qui produisent plus de fruits et contiennent plus de vitamines E, les concombres, dont la proximité des ruches permet 40% de rendement en plus, mais aussi des myrtilles, citrouilles, fraises, oignons et beaucoup d'autres aliments. La valeur des cultures qui dépendent de la pollinisation serait estimée à 265 milliards de dollars dans le monde. Mais outre les cultures végétales, 90% des plantes sauvages ont besoin de la pollinisation animale pour se reproduire. Sans elles, nos forêts et montagnes se dégarnissent à petit feu sans que l'on s'en rende compte. Ça, Alban Mozac, apiculteur ariégeois, l'a bien compris. Bonjour, je m'appelle Alban Mozac, je suis apiculteur dans les Pyrénées ariégeoises et aujourd'hui je vais vous montrer un de mes ruchers, donc en altitude, au pied des montagnes. Donc aujourd'hui je travaille avec environ 100 ruches, donc réparties sur plusieurs ruchers. Alors, ça va dépendre des saisons et des floraisons. Donc, c'est 3, 4 ou 5 ruchers, ça dépend de ce que je veux faire. Là du coup on est sur un petit rucher où il y a un peu plus de 30 ruches. On est ici sur de la bruyère calune par exemple qui va bientôt fleurir. Il faut savoir que c'est au maximum, à peu près on peut avoir jusqu'à 70 000 abeilles dans une ruche. On va te sortir un petit cadre. Voilà. Tac. Tu vois le miel qui est comme ça, là c'est du miel qui est operculé, donc pour elles, elles ont fini le travail. Nous on va quand même vérifier s'il n'y a pas un taux d'humidité trop important avant de le récolter. Hop. Je ne sais pas si vous sentez, il y a une odeur un peu particulière. Quand on a des ruchers à proximité de culture, à proximité de végétation de manière générale, la végétation va être plus luxuriante. Si on s'amuse à mettre un rucher juste à côté de potager, juste à côté de verger, donc la pollinisation va être beaucoup plus importante. Donc c'est ça que vont apporter les abeilles. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent, mais le fait d'arriver avec des colonies assez nombreuses, c'est vrai que ça peut maximiser la pollinisation. Malgré ces connaissances documentées, nous continuons de tuer ces insectes. Comment? Il y a plusieurs raisons. Une première piste de réponse concerne l'agriculture conventionnelle. Les chercheurs sur l'écroulement de la biomasse avaient fait leur relevé dans des zones proches de champs cultivés en monoculture. Ces champs appauvrissent leur nourriture, contaminent les fleurs et les sols par les pesticides et les fragmentent, ce qui les prive d'habitat. L'ensemble du système agricole décime les butineurs. L'agriculture conventionnelle, mise en place dans les années 60, repose également sur une mécanisation lourde et un recours systématique aux engrais et aux fameux pesticides de synthèse. Et effectivement, tous les apiculteurs qui sont sur un peu les plaines, qui sont là où il y a les grandes cultures, ils font toujours très attention à ça, parce que ça leur est déjà arrivé donc, de perdre des colonies à cause de l'utilisation de certains produits. Alors pas toujours identifié et c'est toujours un peu mystérieux, mais d'un coup on a l'intégralité de la colonie qui s'effondre et donc il y a beaucoup de choses qui sont suspectées et bien, souvent c'est le cas de produits type pesticides ou chimiques de manière générale. C'est les insectes de manière générale qui sont impactés par tous ces produits-là. Donc moi je pense que oui, moins on utilise certains produits qui sont connus pour être nocifs pour des insectes ou pour des animaux ou pour l'homme, effectivement, moins on aura d'impact sur les écosystèmes. Donc effectivement, si on arrive à utiliser moins de ces produits-là, effectivement, ce serait un peu mieux. Après, voilà, il faut toujours avoir cet équilibre qui est toujours délicat. Les apiculteurs, on n'entend pas beaucoup parler d'eux, mais
Effectivement, si on commence à utiliser des produits, nous, on ne va pas pouvoir travailler comme il faut parce que on sait qu'on ne pourra pas aller sur certaines zones, étant donné qu'elles sont à risque. Nous, ici, on fait un peu moins attention, mais on fait quand même attention de ne pas être trop proche de certains bétails parce qu'il y a certains produits, vermifuges ou autres, qui peuvent être problématiques. Donc, on essaie de s'informer à ce qui se passe avec les éleveurs locaux, savoir ce qu'ils vont faire, etc. pour éviter d'avoir les ruches au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Les pesticides de synthèse se sont payés une campagne de notoriété cet été grâce à la loi Duplon. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de l'acétamipride, ce fameux néonicotinoïde interdit qui agit sur le système nerveux central des insectes. Ce sont les insecticides les plus utilisés dans le monde pour la protection contre les insectes parasites des cultures, mais aussi des animaux, aussi bien d'élevage industriel comme les volailles, que domestiques comme les colliers insecticides pour chiens et chats. Plusieurs études scientifiques ont mis en évidence la toxicité de ces insecticides sur les abeilles et les bourdons, en laboratoire et lors de tests en conditions contrôlées. François Veyrette, porte-parole de Génération Future, nous explique. Dans les miels, en plus, ceux qui sont présents sur le marché français, il n'y a pas que du miel français, on le sait, puisqu'on produit une minorité maintenant du miel consommé dans le pays. C'est une des conséquences de dépérissement des colonies d'abeilles. Et donc, on trouve des traces d'acétamipride. On peut trouver des traces d'acétamipride dans le miel. Il y a eu de nombreuses publications scientifiques de haut niveau, notamment françaises, là-dessus, qui montrent que les abeilles peuvent être désorientées par ces produits. Alors, le système nerveux est impacté, donc elles mettent plus de temps à retourner à la ruche parce que leur système nerveux fonctionne moins bien. Elles s'épuisent, elles se fatiguent, elles sont plus sensibles aux maladies et elles dépérissent dans un deuxième temps. Et ça veut dire qu'aussi, nous, humains, on peut être exposés parce qu'on peut trouver aussi de l'acétamipride dans des fruits, dans des légumes. Suite à ces études, depuis 2018, l'utilisation des produits à base de néonicotinoïdes en France est interdite en agriculture. Mais certains produits de synthèse, tueurs d'abeilles également, persistent à être utilisés, même si Alban ne souhaite jeter la pierre à personne. C'est que sur d'autres vallées, oui, c'est arrivé, où ils étaient obligés de traiter les moutons par rapport à certains parasites. Et donc, ils ont utilisé certains produits qui étaient un peu délicats. Donc j'ai des collègues qui ont dû faire attention à ça. Mais après, moi ici, non, ça a été. Cependant, d'après la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, seuls 2 à 20% des néonicotinoïdes qui enrobent les semences sont absorbés par les cultures. Vous voyez déjà le problème. Où vont les 80% restants? Le reste est stocké dans le sol et s'infiltre dans ce qui y pousse et dans nos nappes phréatiques. Le problème qu'on a aussi avec les néonicotinoïdes, c'est que même si on a arrêté de les utiliser, ils ont une certaine rémanence, une certaine persistance dans le sol, ce qui fait que des mois, des années après, certaines plantes à fleurs peuvent quand même en pomper encore et continuer à exposer les insectes à ces insecticides ultra toxiques. C'est comme ça que ces pesticides se retrouvent dans des produits qui n'en utilisent pas. D'après la Fondation, ces insecticides sont identifiés comme une cause majeure du déclin des insectes. Une étude inédite de l'Université de Tokyo a même révélé cette année une présence massive de pesticides dans l'eau de pluie, largement contaminée aux néonicotinoïdes. Aujourd'hui, s'ils ont bien été bannis en France, d'autres pesticides tout aussi dangereux pour les pollinisateurs et la santé humaine restent d'usage. Parmi les plus dangereux, on retrouve le glyphosate et les pyrétrinoïdes. Il y a d'autres familles chimiques avec les néonicotinoïdes, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les pyrétrinoïdes de synthèse qui sont les plus utilisés, je pense, maintenant dans les insecticides. Le cas des traitements des moutons est particulier parce que là, on a des insecticides spécifiques. On va les retrouver dans l'environnement. Les moutons peuvent aussi les excréter après, donc on retrouve ça dans les excréments et un peu partout dans l'environnement. Et donc, des doses même faibles peuvent avoir effectivement des impacts assez délétères sur les populations d'insectes, quelles qu'elles soient, et donc bien sûr, incluant les pollinisateurs. C'est ce qui avait mené à l'affaire Justice pour le vivant en juin 2023. Entre nous, on peut se demander pourquoi sont-ils aujourd'hui encore autorisés sur le marché? François Veyrette nous donne une partie de la réponse. On a un problème avec les procédures d'homologation en fait. Il y a souvent une toxicité de beaucoup de pesticides qui est sous-estimée. On s'aperçoit que dans les processus réglementaires, finalement, l'ensemble des données scientifiques ne sont pas utilisées. Et on a vu d'ailleurs, ça fait l'objet d'un jugement en appel. Parfois, ces procédures réglementaires mettent de côté des études qui montrent des risques qui sont ignorés par les agences, au prétexte que ces études ne suivent pas les normes de l'OCDE, etc., qui n'amènent pas d'ailleurs de qualité scientifique, ces normes-là. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que les systèmes agricoles qui respectent la biodiversité et n'utilisent pas de produits chimiques existent et sont bénéfiques pour les populations de pollinisateurs domestiques et sauvages. Alban fait partie de l'association La Voix des pollinisateurs,
qui organise des plantations mellifères pour nourrir ces insectes et créer des ruches de biodiversité afin de reconstruire leurs habitats. Énormément de sensibilisation dans les écoles, dans les mairies aussi, parce que c'est bête, mais des mairies au niveau local, comme ici dans les Pyrénées, plus elles sont sensibles à des sujets, plus elles vont mettre en place des petites choses. C'est assez intéressant au niveau local, travailler à fond sur ce genre de sujet-là. De plus utiliser, il y a de plus en plus de communes qui n'utilisent plus de pesticides, de produits de désherbants, etc. Ici, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. On voit les panneaux à l'entrée des mairies. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire bouger au niveau communal, au niveau des villages et des petites villes. C'est assez facile à mettre en place. Une deuxième cause de la disparition des insectes est due aux espèces invasives, maladies et parasites. C'est le cas du varroa destructor, un acarien invasif qui représente une grave menace pour l'apiculture dans le monde. La capacité de résistance des abeilles face à ces parasites semble être influencée par leur exposition aux produits chimiques toxiques qui les affaiblissent. À cela s'ajoutent de nouveaux virus qu'il faut combattre. Et enfin, le frelon asiatique. Ce sont deux espèces qui sont arrivées donc, par conteneurs. Et qui n'ont pas été vus. Alors il y avait une colonie de frelons dans de la poterie qui venait d'Asie et donc qui a été introduite sur le territoire. Non loin, c'était en Occitanie d'ailleurs, la première apparition. Le frelon se développe extrêmement rapidement et il peut faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour et donc ça a conquis tout le territoire français très rapidement. Bien plus gros que les abeilles, il s'attaque à elles en les prélevant de leurs protéines. Aujourd'hui, le frelon asiatique s'étend au total sur 360 000 km² en Europe. En fait, le frelon, il se met, il y a l'entrée de la ruche, le frelon, il se met en statique. Alors soit il est en statique face à la ruche et il essaye d'intercepter les abeilles qui sortent, mais souvent ça, c'est pas quelque chose qui fait en premier parce que bon, les abeilles sortent très rapidement. Mais souvent, du coup, il se met dos à la ruche et il essaye d'attraper les abeilles qui arrivent. Parce que là, elles sont obligées de ralentir pour arriver sur la planche d'envol et là, ils les attrapent à ce moment-là. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont même pas besoin d'en arriver jusque-là, en fait. Rester devant la ruche et ça stressera suffisamment la colonie pour plus qu'elle sorte et que du coup, elle meurt au fur et à mesure. Si l'apiculteur n'agit pas, elle meurt de faim, elle meurt de soif et elle n'a plus de pollen, donc plus d'apport en protéines. Etc. Donc c'est là où il y a un effondrement de la colonie lié au frelon. Là, on arrive dans la période où le frelon va vraiment commencer à attaquer fort. C'est pour ça qu'aussi on monte les ruches en altitude, parce que plus on descend, plus la présence du frelon est importante. Donc pour les ruchers qui sont un peu plus bas, effectivement, il va falloir piéger. Il va falloir essayer de protéger au maximum les ruches. Et c'est toujours quelque chose de délicat, quoi. C'est toujours une période stressante pour les abeilles et pour les apiculteurs eux aussi. Le 6 mars 2025, l'Assemblée nationale a adopté une loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à protéger la filière apicole. Mais il reste quand même une question. Qui va réellement s'assurer de l'efficacité de ces mesures sur le terrain? Pour ça, c'est un piège qui existe, il y en a plein qui existent. Il y en a qu'on peut faire nous-mêmes, d'autres qu'on peut acheter, donc lui c'est un piège qu'on achète. Donc c'est des pièges dits sélectifs. C'est-à-dire que ça va permettre à de nombreux insectes qui vont éventuellement rentrer dedans de ressortir. Ce qu'on voit dans tous les insectes qui sont morts ici, c'est que du frelon. Donc là on voit certains frelons qui sont un peu actifs, ils ne l'étaient pas tout à l'heure parce que le soleil ne les avait pas encore réchauffés. Mais en gros les frelons vont être attirés par un attractif qu'on va mettre là-dedans. Donc c'est un mélange qui est assez connu, donc vin blanc avec un petit peu de sirop de grenadine et de la bière. Moi je me rends compte que le frelon européen de plus en plus est de plus en plus présent sur les ruchers et attaque de plus en plus. Donc je ne suis pas spécialiste, mais peut-être qu'il a un peu trop vu faire le frelon asiatique et il commence à reproduire un petit peu le même comportement. Donc c'est quelque chose qu'on voit effectivement beaucoup. Donc moi les pièges, j'essaye de les mettre autour des ruchers pour éviter de mettre des pièges partout. Sauf à la fin de l'hiver où là on essaye de mettre des pièges pour attraper les fondatrices, donc ce sont les reines frelons on va dire, qui donc en les attrapant on évite à chaque reine attrapée c'est potentiellement un nid en moins. On aura donc un nid de frelons asiatiques, c'est jusqu'à 5000 individus, donc c'est pas mal de soucis en moins. Selon les experts de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC de la biodiversité, ces espèces envahissantes sont l'un des 5 principaux facteurs de perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Ça, c'est dû à l'activité humaine, malheureusement. Là, on introduit des espèces qui n'ont rien à faire dans des endroits ou dans des pays, quoi. En fait, elles n'ont rien à faire parce qu'il n'y a pas les prédateurs naturels.
Et les espèces qui sont impactées par ces prédateurs-là, que sont varroa ou frelons, elles n'ont pas les réflexes ou les comportements adaptés pour se défendre contre ces problématiques-là. Alors, comment aider à protéger nos pollinisateurs? D'abord, installer des ruches domestiques sans en attendre du miel. Encourager la protection de la diversité et de l'abondance des espèces semble plus pertinent que de faire de l'apiculture pour une production intensive de miel. C'est ce que nous dit Alban en faveur des petites exploitations. Il faut faire toujours attention de ne pas mettre trop d'abeilles à un endroit. Donc il y a certaines régions en France où on estime que le nombre de ruches au mètre carré, c'est comme ça à peu près que c'est calculé, est trop important par rapport à la superficie de la région. Donc dans le sud de la France, c'est souvent le cas. Donc là, il faut faire toujours attention à ça. Donc j'essaye toujours de mettre mes ruches à des endroits où il n'y a pas forcément énormément d'apiculteurs. On a des compétitions avec les autres espèces et il faut faire attention d'en laisser à tout le monde, on va dire. Car seules, les abeilles domestiques ne peuvent polliniser correctement les cultures et encore moins les plantes sauvages. Alban, lui, sillonne les routes de France à vélo-remorque avec une ruche pédagogique. Soutenu par le mouvement Sport Planète, son but est de sensibiliser dans les écoles à l'importance des pollinisateurs. Donc là, ça nous permet vraiment de voir ce qui se passe. Alors je l'ouvre pas tous les jours, donc il y a un petit peu de toile d'araignée dessus. Mais voilà, là il y a du monde, on est sur une colonie assez populeuse. Il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein de choses qu'on peut ne pas faire surtout. C'est utiliser des produits dont on ne connaît pas la dangerosité. C'est par exemple, si on a des jardins, si on a un jardin, éviter de tondre en permanence. Laisser des parties un peu plus sauvages, laisser de la nature, enfin de la place à la nature, même chez nous, ça c'est assez important. Face au déclin des insectes, un nouvel espace en ligne, lancé le 16 juin 2025, propose de soutenir les initiatives en leur faveur. Baptisée pollinisateur.com, cette plateforme collaborative s'adresse à tous les acteurs mobilisés en faveur de la biodiversité. L'apiculture, c'est important parce que quand je suis là, au milieu des ruches et que ça se passe bien pour les abeilles, je suis vraiment heureux. Il y a vraiment un sentiment d'apaisement. C'est des insectes qui sont passionnants, qui ont vraiment une grande complexité dans leur fonctionnement. On en apprend en permanence dessus. Je pense qu'on n'a jamais fait le tour de l'apiculture, même en tant qu'apiculteur, d'une vie d'apiculture entière. Je pense qu'on n'a pas compris la moitié des choses qui se passaient dans une colonie. Alors que le compte à rebours a commencé, Alban compte bien se battre pour les protéger.